Au sommaire de ce 19h30, elle était attendue, parfois commentée depuis plus d'une semaine, la nomination d'un Premier ministre par Roch Marc Christian Kaboré. Eh bien, c'est chose faite depuis hier soir. Christophe Dabiré a été reconduit à la primature. Vous entendrez tout à l'heure les réactions du Burkinabé, mais aussi celles du MPP, le parti au pouvoir, qui assume le choix de la continuité. Dans ce journal également, cette question, la sacro-sainte loi de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire est-elle remise en cause? Nous posons la question au sujet des décisions de justice non appliquées par l'État. Roméo Koyeta nous en dira plus dans quelques minutes. Et puis, pour terminer, troisième titre de ce journal, la ZLECA, la zone de libre-échange africaine qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Comment est-ce que le Burkina pourrait tirer profit de cette nouvelle donne? Les explications d'un professeur en économie tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Pas de surprise donc pour ceux qui s'attendaient à une continuité. A contrario, les tenants de la ligne d'une rupture peuvent être étonnés. Christophe Dabiré a été reconduit à la tête du futur gouvernement. Information donnée hier sur les antennes de la RTB par le secrétaire général du gouvernement. Au lendemain de cette annonce, nous avons donné la parole au Ouagalais. Que pense-t-il de cette décision de reconduction? Justin Amonto. Après 2 ans passés à la tête du gouvernement, Christophe Dabiré semble avoir convaincu le président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré vient de le reconduire pour diriger le gouvernement. Je pense que le président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, a fait le choix de la continuité. Et le Premier ministre a dû démontrer quand même un savoir-faire vis-à-vis du mandat passé. Et je crois que c'est parce qu'ils ont eu une bonne collaboration le mandat passé que bon, il a reconduit. Il est évident que c'est une question stratégique, politique, d'autant plus que les échéances municipales sont en cours. Nouveau mandat, nouvelle dynamique, d'autres Burkinabés souhaiteraient un profil plus jeune pour tenir le gouvernail. Moi particulièrement, j'aurais préféré quelqu'un de plus jeune par rapport à lui. Voilà, donc, mais je me dis que si le président a fait ce choix, c'est qu'il a, comme je l'avais dit précédemment, d'un côté positif. Pour moi, la priorité des priorités reste la paix, la sécurisation de nos frontières, la sécurisation à l'intérieur de notre pays. Pour la plupart des citoyens interrogés, le Premier ministre devra tout mettre en œuvre pour aboutir à la réconciliation. Un chantier qui semble le plus important de ce quinquennat. La reconduction de Christophe Dabiré, vous venez de l'entendre, diversement appréciée par les Burkinabés. Au MPP, par contre, pas de tergiversation. Le parti au pouvoir assume clairement l'option de la continuité, le signe du renouvellement de la confiance à un homme qui aura donné satisfaction. Rémi Lambert-Nébier. Pour un suspense longtemps entretenu, l'effet produit s'est apparenté à celui d'un non-événement. Christophe Dabiré est reconduit à la tête du gouvernement. Du coup, le temps mis pour parvenir à ce choix de reconduction est sujet à interprétation. Ce n'est pas un choix par défaut, c'est un choix tout à fait responsable. La difficulté ne se trouve pas dans le choix du Premier ministre. S'il s'agit donc de choisir un Premier ministre, je pense que les choses se passaient de cette façon il y a longtemps, que le nom du Premier ministre aurait été connu. Mais il s'agit donc de la gestion d'un ensemble. Le Premier ministre ne travaille pas seul, il travaille avec une équipe, il travaille avec un gouvernement. Il faudrait qu'après la désignation du Premier ministre, que la mise en place du gouvernement qui doit l'accompagner dans le cadre de la mission qui lui a été confiée se fasse dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Pour cela, il fallait mener des concertations en amont pour s'assurer qu'après la nomination du Premier ministre, on ne va pas trop traîner pour la mise en place du gouvernement. Un nouveau visage pour ce nouveau départ était attendu. Mais Roch Marc Christian Kaboré a opté pour la continuité. La stratégie semble être celle qui consiste à faire du neuf avec de l'ancien. Et au sein du parti, le choix est jugé réfléchi. Il ne s'agit pas d'un mandat de rupture, il s'agit donc d'un mandat de continuité pour renforcer les acquis et ouvrir de nouveaux chantiers pour le plus grand bien du peuple de Burkina Faso.
Donc c'est un choix raisonné, c'est un choix tout à fait responsable, c'est un choix qui est assumé. Le bilan de Christophe Dabiré est ce qui a milité en sa faveur selon sa formation politique. Et le bilan du président s'évalue en termes d'actions menées par le gouvernement. Et vous savez qu'il y a eu 2 premiers ministres qui ont dirigé le gouvernement pendant le mandat passé. Il y a le premier ministre Kabatieba qui a fait 3 ans et le premier ministre Christophe Dabiré qui a fait 2 ans. Et le peuple a considéré que le bilan était positif. Au niveau de notre parti également, nous avons considéré que le bilan était positif. Donc c'est sur la base de l'appréciation positive qui a été faite du bilan du Premier ministre Christophe Dabiré et de son gouvernement que le président a décidé de lui renouveler sa confiance. La formation du gouvernement espérée au plus tard dans les prochaines 48 heures dévoilera davantage les intentions du parti au pouvoir pour les premiers mois de ce dernier quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré. Christophe Dabiré qui devrait donc former son gouvernement dans les tout prochains jours, pour ne pas dire les toutes prochaines heures. Qui sera le ministre de la Justice, garde des Sceaux? Il faut dire que le casting est très attendu, surtout dans un contexte où la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif semble être quelque peu remise en cause ces dernières années. Plusieurs décisions de justice ont été outrepassées par l'État. Les syndicats des magistrats, eux, dénoncent un mauvais signal envoyé à la population. Roméo Koïta. C'était le 14 mai 2020. Le Conseil d'État rétablissait 21 fonctionnaires de police dans leurs droits après que ces derniers aient été licenciés par l'exécutif pour abandon de poste. Conformément à la décision judiciaire, ces membres du syndicat de police dénommé Alliance Police Nationale devraient être réintégrés dans leur poste. Mais plus d'1 an après, c'est le statu quo. Ces policiers attendent toujours d'être rappelés. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette lenteur de l'État dans l'exécution de cette décision judiciaire? Pour le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Burkina, il s'agit tout simplement d'une mauvaise foi du gouvernement. En réalité, c'est une mauvaise volonté manifeste d'exécuter les décisions de justice. Voilà. Dans beaucoup de cas, c'est une mauvaise volonté manifeste d'exécuter la décision de justice. Et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de possibilité de saisir, par exemple, les biens de l'État, puisque les biens de l'État sont insaisissables, très souvent, donc, l'autorité administrative ou l'autorité se réfugie derrière justement cette faiblesse, bien sûr, de la loi pour ne pas exécuter les décisions de justice. Le fait qui illustre à souhait ce mépris des décisions de justice par le gouvernement, selon ce magistrat, c'est la récente affaire de démolition de mosquées à Panzani. Quoique la justice ait déjà tranché l'affaire entre les 2 protagonistes qui se disputaient la paternité de la parcelle, l'État est tout de même intervenu en récupérant le terrain querellé. Une procédure est engagée pour le retrait des titres de propriété qui vont revenir à l'État. Donc il n'y aura plus de polémique entre 2 acteurs. La propriété reviendra à l'État. Une décision pour mettre fin au litige qui prenait une tournure religieuse. Mais pour Emmanuel Ouedraogo, cette attitude laisse de lourds précédents. La sortie du gouvernement, manifestement, est une sortie qui remet en cause l'autorité de la justice par rapport à l'exécution des décisions de justice. Une décision de justice, ça s'exécute impérativement. Il n'y a pas de négociation possible par rapport à l'exécution. Et s'il y a des difficultés, on se réfère toujours au juge pour obtenir donc des mesures. L'exécutif ne saurait en aucun cas poser des actions ou entreprendre des initiatives qui peuvent mettre en difficulté l'exécution des décisions de justice. Selon l'homme de droit, l'autre conséquence de cette décision gouvernementale est qu'elle envoie un mauvais signal aux populations qui risquent de ne plus faire confiance à leur justice. Si l'exécutif ne contribue pas à l'exécution des décisions, naturellement, l'exécutif prépare le terrain à ce que véritablement lui-même son autorité soit mise en difficulté. Parce que la population, c'est à travers, bien sûr, cette autorité qu'imprime les décisions de justice que la population peut faire foi aux décisions de justice. Je n'irai vers le juge que si j'ai la certitude
que la décision qui est rendue va trouver à s'appliquer effectivement. Si je me rends compte que les décisions ne sont pas exécutées, eh bien, je trouverai que la justice est inefficace. Et donc, d'autres voies vont s'ouvrir et ce sera, bien sûr, l'anarchie et l'indiscipline généralisée. Le respect des décisions judiciaires, un défi parmi tant d'autres que devra relever la future équipe gouvernementale, elle qui est attendue avec impatience par les Burkinabés. Venons-en maintenant à cet instrument censé booster les échanges commerciaux entre les pays africains. Il s'appelle la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECA a été officiellement lancée le 1er janvier. Question: quelles sont ses implications pour les 54 pays africains et surtout comment un pays comme le Burkina Faso pourrait tirer grand profit de cette nouvelle donne? Élément de réponse, Benjamin Kwame. La zone de libre-échange continentale africaine réunit 54 pays au sein d'un nouveau marché unique à l'exception de l'Érythrée. On parle ici de l'augmentation du niveau des échanges entre les pays africains. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est un accord. C'est-à-dire les marchandises pourront circuler donc d'un pays à un autre sans entrave majeure. Donc c'est un simple accord donc, de coopération, c'est un accord commercial. La ZLECA veut figurer parmi les plus grands marchés communs du monde. Si cette ambition est effective, elle va rassembler plus d'1 milliard de personnes avec une économie qui pèsera 3 400 milliards de dollars. Mais en quoi cet échange peut être bénéfique pour le Burkina Faso? Les entraves qu'on avait bien avant, c'est-à-dire les entraves, surtout les droits de douane, qui frappaient donc les échanges commerciaux, seront soit supprimés ou amoindris, tout dépendant de la nature donc, des produits. La zone de libre-échange permet d'élargir le marché pour les entreprises burkinabées qui exportaient dans la région. Autrement dit, si le Burkina Faso exportait par exemple vers le Gabon, donc la suppression donc, des droits de douane va permettre donc d'améliorer donc le volume des échanges avec ce pays-là. Déjà, sur les 54 membres, 41 ont soumis des échanges pour la réduction des taxes douanières. Les participants sont aussi tenus de retirer 90% de leurs lignes tarifaires sur une période de 5 ans. Il ne faut pas être trop optimiste parce que ce ne sont pas seulement les droits de douane qui constituent donc les entraves. Il y a ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Il y a la disponibilité des infrastructures de bonne qualité. Il y a un ensemble donc de barrières qui ne sont pas tarifaires. Quand vous prenez seulement les tracasseries, on va vous dire il y a combien de points de douane à l'intérieur d'un pays. Donc toutes ces questions-là, il faut les mettre en balance pour pouvoir analyser les effets potentiels donc, de cet accord. De fait, il ne faut pas vite se réjouir. Le marché commun africain est confronté à un certain nombre d'obstacles. Des procédures administratives lourdes, des infrastructures peu développées, un taux d'industrialisation très faible. Avec ce tableau, le processus de la ZLECA lancé n'est pas du pain béni pour les pays membres. Il y a l'importation donc, des produits finis. On peut imaginer du jus qui vient de l'Afrique du Sud. Il y avait un droit de douane. Ce jus n'était pas compétitif face au jus burkinabé. Mais quand on va supprimer les droits de douane, le jus sud-africain peut être plus compétitif que le jus burkinabé. Tant que vous n'aurez pas l'accent sur la production, la transformation et donc l'industrialisation, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un accord commercial puisse avoir des effets démesurés comme on est en train de le faire, de le dire. Les échanges commerciaux entre les pays africains à ce jour s'élèvent à seulement 16% contre 59% pour l'Asie et 69% pour l'Europe. C'est déjà un grand pas avec cet accord, mais il serait meilleur de veiller à son applicabilité. Vous savez que nous sommes en union douanière, nous sommes en marché commun. C'est-à-dire vous et moi, vous pouvez circuler de Ouagadougou à Abidjan, à Dakar, sans enlever quelque chose. Mais est-ce que c'est observé? Donc c'est pour dire que signer c'est bon, mais appliquer c'est encore une autre chose. Et c'est ça le problème en Afrique. Signé en 2018, puis lancé le 7 juillet 2019 lors d'un sommet de l'Union africaine, la ZLECA aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet 2020, mais a été décalée à cause de la pandémie de Covid-19 qui rendait les rencontres de négociation impossibles.
Actualité internationale, direction les États-Unis d'Amérique avec cette question. L'État de Géorgie est-elle en passe de faire basculer le Sénat américain en bleu? Il faut dire que les démocrates sont déjà assurés de remporter l'un des 2 sièges. Ils seraient aussi en ballottage favorable pour le deuxième. L'élection ne concernait que l'État de Géorgie, mais elle va très probablement faire basculer le Sénat tout entier. 2 fauteuils étaient en lice et une des 2 victoires est confirmée, celle du démocrate Raphaël Warnock, premier sénateur noir élu dans cet État du Sud. Ce pasteur officiait jusque-là dans l'église de feu Martin Luther King. Géorgie, je suis honoré de la confiance que vous m'avez accordée, a-t-il réagi. Et ce soir, je vous promets ceci. Je vais au Sénat afin de travailler pour tous les Géorgiens, quel que soit le candidat pour lequel vous ayez voté lors de cette élection en cette période de l'histoire américaine. Raphaël Warnock l'a emporté de peu face à la sénatrice républicaine Kelly Loeffler. Encouragée par la vague Biden, l'électorat démocrate de Géorgie s'est mobilisé. Reste à savoir si l'autre candidat démocrate, Jon Ossoff, confirme lui aussi son avance. Elle reste pour l'heure très serrée. À tous ceux qui sont allés voter, tous ceux qui ont eu confiance dans la capacité de notre démocratie à avoir la représentation qu'elle mérite, que vous ayez été pour moi ou contre moi, j'agirai pour vous au Sénat américain. Je servirai tous les habitants de cet État. Je donnerai tout pour m'assurer que les intérêts de la Géorgie soient représentés au Sénat américain. Si le républicain David Perdue lui cède son fauteuil, comme cela semble s'annoncer, la Chambre haute des États-Unis ne sera plus dominée par les républicains, mais sera scindée à parts égales entre les 2 camps. Et c'est la vice-présidente démocrate Kamala Harris qui aura le pouvoir de départager les votes. Toujours hors de nos frontières, mais une actualité qui concerne tous les journalistes du monde entier, ces hommes et ces femmes qui font leur travail et qui sont parfois menacés. Ils le font au péril de leur vie, menacés par diverses sortes de dangers. Il y a la maladie, 28 journalistes africains sont déjà morts de Covid-19, mais il n'y a pas que la maladie, il y a aussi parfois les violences d'État qui tentent de museler la presse. En Ouganda, à l'approche de l'élection présidentielle, les violences contre les journalistes couvrant la campagne se sont multipliées. Depuis la nomination des candidats en début novembre, plus d'une centaine d'attaques visant des membres de la presse ont été enregistrées. Un niveau de violence jamais vu dans une élection en Ouganda. Ce sont des attaques délibérées dans lesquelles certains policiers ont même menacé des journalistes de leur tirer dessus et ils l'ont fait à plusieurs reprises, blessant les journalistes. Ce n'est jamais arrivé lors d'une élection en Ouganda. Nous n'avons jamais eu une période comme celle que nous traversons où ces attaques délibérées ne sont même pas condamnées par les officiels. Le président a à de multiples occasions qualifié les médias d'agents de l'étranger, les a accusés d'être partisans, de promouvoir les intérêts de partis de l'opposition. Et bien sûr, la parole du président est telle que cela pousse les forces de sécurité à agir immédiatement contre les journalistes. Des forces de sécurité qui auraient bénéficié d'une impunité dans leur répression selon l'opposition. Alors que le scrutin du 14 février ne cesse de se rapprocher, les journalistes doivent faire face à de nouvelles contraintes qui, pour beaucoup d'entre eux, s'assimilent à de la censure. Nous avons constaté l'émergence de nouvelles directives de la part du Conseil des médias juste avant les élections, qui demande à tous les journalistes de s'enregistrer auprès des autorités et de leur demander la permission pour couvrir les élections. Et cela s'applique aux journalistes locaux comme aux étrangers. Certains correspondants internationaux ont été déportés du pays et cela ne s'est jamais produit auparavant. D'autres ont été bloqués à l'aéroport alors qu'ils se rendaient en Ouganda pour couvrir ces élections. Une sanction qui vise particulièrement les journalistes couvrant les meetings de l'opposant numéro 1, Bobi Wine. Lors des arrestations musclées de ses partisans, plusieurs journalistes ont vu leur matériel détruit. Plus de 600 journalistes sont morts dans le monde à cause du Covid-19, dont 28 en Afrique, selon les données fournies par une organisation suisse.
L'ONG basée à Genève regroupe plusieurs journalistes et demande que les salariés dans le secteur des médias bénéficient d'une vaccination prioritaire. Cette vaccination permettra de protéger les journalistes qui se rendent sur le terrain pour informer. De plus, les indépendants et les photographes qui ne peuvent pas travailler à domicile, ceux-ci sont particulièrement exposés au virus. L'organisation demande que les journalistes soient traités comme des travailleurs en première ligne et bénéficient d'une vaccination prioritaire à leur demande. L'Amérique latine arrive en tête avec plus de la moitié des victimes, 303 décès. L'Asie suit avec 145 morts. Devant l'Europe, 94. L'Afrique arrive en 5e position avec 28 décès. Selon l'ONG, le chiffre réel des victimes dans le monde pourrait être plus élevé car la cause des décès des journalistes n'est parfois pas précisée. Retour au Burkina Faso pour terminer. On parle de toute autre chose, de téléphonie mobile. Maintenant, il ne faut plus dire Onatel, mais il faut plutôt dire Move Africa. Onatel change donc de nom, une nouvelle identité visuelle, aussi des innovations. Stéphanie Hien nous en dit plus. L'opérateur de téléphonie mobile Onatel SA est rebaptisé Move Africa. Pas que Onatel, désormais, toutes les filiales africaines du groupe Maroc Télécom se rassemblent sous la marque Move Africa. Présent dans 11 pays sur le continent africain, Maroc Télécom compte aujourd'hui plus de 70 millions de clients en Afrique. Cette commune identité devrait permettre le rayonnement et la promotion de la marque dans chacun de ces pays. Le lancement officiel de la nouvelle marque commerciale Move Africa que nous matérialisons à travers cette cérémonie, ce jour 6 janvier 2021, répond non seulement au besoin d'harmoniser l'identité visuelle de notre entreprise avec l'évolution des activités dans le secteur des télécommunications, mais aussi et surtout à la nécessité de présenter au public une société membre d'un grand groupe de télécommunications qui est Maroc Télécom. Move Africa parce que nous avons une vision One Africa pour une Afrique qui gagne. Une Afrique en mouvement, une Afrique en pleine évolution technologique. Move Africa parce que les 10 filiales veulent fédérer leurs énergies et se positionner parmi les meilleures marques africaines en matière de télécommunications. Nouvelle identité, nouvelle couleur, avec à la clé des innovations majeures selon le directeur général de Move Africa. C'est permettre aux clients d'avoir affaire à un même groupe. Aujourd'hui, vous atterrissez dans un pays, vous avez Move Africa là où vous allez. Il y a des promotions qui sont lancées pour afficher effectivement cette appartenance au groupe. Il y a une promotion pour les communications intergroupes, si vous voulez, ou intra-groupe, puisque je parle des 10 filiales, où la communication internationale est à 1,5 francs la seconde, c'est-à-dire pratiquement le prix de la communication nationale. Donc c'est une promotion. Et également, il y a des bonus qui ont augmenté. Et on vient de lancer, vers la fin de l'année dernière, le FTTH, c'est-à-dire la fibre dans les maisons. Donc vous pouvez demander la fibre, on vous la donne à des prix vraiment qui battent toute concurrence. Le directeur général de Move Africa Burkina Faso réaffirme l'engagement de toute l'entreprise à accélérer le processus de modernisation des infrastructures. Il rassure par ailleurs ses 10 millions de clients de l'amélioration continue de la qualité du service. Leur nouvelle signature, un monde nouveau, vous appelle. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain, même heure, même lieu, BF1, 19h30. Au revoir, bonsoir.